on va donner la parole directement à Madame Sen. Elle va choisir sa fonction aussi. Et je pense bien qu'elle va s'intéresser peut-être à la fonction sentimentale, peut-être. D'accord. Alors, on va s'inscrire dans la même perspective que M. Faye. Donc, nous avons tous vu en classe qu'il existe plusieurs orientations de la poésie. Et c'est ce qu'on appelle les formes, les fonctions. Il vient de parler de cette mission divine, comme l'a suggéré M. Touré. On va très rapidement revenir sur la fonction dite sentimentale. Alors, c'est une fonction qui est omniprésente dans le contexte de la littérature, surtout dans le cadre poétique. Dans la mesure où la poésie a toujours été considérée comme un chant. Et à partir de ce chant d'une manière générale, à partir même donc de son origine, nous avons vu que la poésie avait un rapport étroit avec la musique. Pourquoi la poésie était chantée? Et nous allons remonter donc jusqu'à sa tradition avec donc le mythe d'Apollon, ainsi de suite. Donc il fallait toujours un instrument de musique pour accompagner la poésie. Alors c'est aujourd'hui que la poésie peut-être s'est distinguée de la musique, mais à l'époque, la poésie et la musique constituaient un genre unique, si on peut l'exprimer ainsi. Alors à partir maintenant de cet instrument de musique qu'on appelle la lyre ou bien le luth, nous sommes au Moyen-Âge, maintenant nous allons traverser le 16e siècle. Alors ces instruments qui ont été utilisés par donc, le poète Orphée vont tout simplement donner naissance à ce qu'on appelle la poésie lyrique. Alors cette poésie qui va maintenant faire battre le cœur entre guillemets. Alors nous sommes dans le domaine de la sensibilité et c'est un domaine extrêmement vaste. Donc aujourd'hui quand on dit que la poésie est lyrique, c'est parce que nous sommes avec cette poésie qui va toucher tout ce qui est lié aux sentiments de l'individu. Maintenant les sentiments étant de diverses natures, là également il faudrait voir dans les types de sujets qu'on nous propose, quels sont les types de sentiments que nous avons, parce qu'il y a plusieurs types de sentiments. Alors si on parcourt l'évolution de la poésie, nous allons retrouver des poètes qui vont traduire donc, le sentiment de la tristesse, de la nostalgie, de la déception en matière donc, de relations amoureuses, etc. Mais nous allons dans ce même registre donc, littéraire poétique trouver des poètes qui vont exprimer la joie de vivre d'une manière générale. Mais dans tous les cas, nous sommes dans le cercle général donc, de l'expression des sentiments et nous allons nous référer donc, à la période du XVIe siècle avec donc, la naissance de ce courant poétique qu'on appelle la Pléiade. Alors, donc, à partir du XVIe siècle, les auteurs de la Pléiade avaient une mission, rivaliser la poésie française avec la poésie latine et grecque. Ainsi, ils vont s'inspirer des modèles italiens et des modèles grecs. C'est à partir de ce moment qu'ils vont tout simplement instaurer ce qu'on appelle le sonnet, qui est une forme poétique à vocation sentimentale. C'est dans cette perspective également que nous aurons une autre forme poétique également qui s'inscrit toujours dans le contexte lyrique, parce que ce sont des formes poétiques qui sont destinées à développer des thèmes liés au sentiment, donc des thèmes liés à la notion donc, du cœur d'une manière générale. Alors, nous aurons l'exemple de Ronsard. Vous avez l'habitude de le citer entre guillemets quand vous dites qu'il a été déclaré au XVIe siècle comme étant le prince des poètes amoureux entre guillemets, parce que le thème de l'exaltation de la beauté féminine, le thème de l'amour a occupé une place centrale dans la production poétique de Ronsard. Alors, combien de fois on vous a donné cette année des textes sur les amours de Marie, Hélène, Cassandre, etc. Alors, toutes ces figures féminines qui défilent dans la production poétique de Pierre de Ronsard. À côté de lui, nous avons d'autres membres de la Pléiade. Alors, vous avez l'exemple de Joachim Dibelé. C'est rare de lire une copie des élèves parlant de la nostalgie, sans pour autant que les élèves ne se réfèrent à Joachim Dibelé. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage, ou comme Sestuis qui conquit la toison et puis est rentré plein d'usages, etc. Donc, ces vers-là nous reviennent à chaque fois qu'on parle de la poésie et de la nostalgie. Alors, donc, cette rupture créée donc, par son séjour en Italie, cette déception a donné naissance au regret, mais il a écrit d'autres recueils de poèmes qui reviennent également sur le sentiment amoureux. C'est l'exemple de l'olive. Maintenant, si on continue notre trajectoire, il y a beaucoup d'élèves également, ils ne peuvent pas parler de cette poésie sans pour autant revenir aux précepteurs donc, de ce qu'on appelle le romantisme. Donc, vous avez tous appris qu'au XIXe siècle, nous allons assister à une inauguration du triomphe de la sensibilité avec le romantisme. Mais bien avant, il y avait les pré-romantiques. Donc, au XVIIIe siècle, avec la philosophie du rationalisme. Mais nous allons assister au XIXe siècle, au triomphe, on a bien dit,
donc de l'expression des sentiments, de cette liberté de traduire donc les sentiments dans le domaine de la création poétique. Et c'est également dans ce sens que nous retrouvons toujours cette phrase que vous avez, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Alors quand le cœur donc suppure, quand la main écrit, autant pour moi, c'est le cœur qui suppure et se fend. Alors voilà autant de citations que vous utilisez pour montrer que la poésie est lyrique. La poésie trouve sa raison d'être dans le cœur de l'individu. Donc le cœur devient le siège même de la création poétique. Vous l'avez une fois démontré, maintenant avec ces écrivains du XVIe siècle, avec ces écrivains romantiques, mais pour être beaucoup plus bref, il y a beaucoup d'élèves maintenant qui se retournent du côté de la poésie négro-africaine. Et comme j'ai l'habitude de vous taquiner, vous ne prenez que Senghor et vous l'accusez d'avoir passé son temps à chanter la femme. Et pourtant, Senghor n'est pas le seul poète négro-africain donc, qui s'est replié sur le domaine de la sensibilité pour exprimer ce qu'il ressentait, soit la joie, soit la tristesse, etc., par rapport à un quelconque sentiment vécu. Alors, cette nostalgie des Africains de la diaspora, nous l'avons retrouvée dans la poésie de Senghor, dans ce long poème intitulé « Cahier d'un retour au pays ». Nous avons un sentiment de désenchantement pour ceux qui lisent. Même si Senghor, Césaire, autant pour moi, donc n'a pas vécu l'africanité en tant que Senghor, il est victime également d'une nostalgie. Il est victime d'une perte d'identité. Et cette perte d'identité trouve une résonance particulière dans « Cahier d'un retour au pays natal ». Même chose, quand vous ouvrez ce recueil intitulé « Coup de pilon », c'est la même situation avec David. David également exprime ce regret d'avoir été coupé de sa terre d'origine. Alors, le perte également de l'identité. Le problème de l'aliénation culturelle également pousse à exprimer le thème du regret par rapport à la patrie, par rapport à la terre d'origine, etc., etc. Donc, nous avons l'exemple de ce poème, par exemple, intitulé « Afrique, mon Afrique ». Alors, donc, ce n'est pas Senghor seulement, vous avez l'habitude de le citer seulement, mais il n'est pas le seul. Nous avons également l'exemple de Damas. Damas qui a des origines tellement variées, des origines indiennes, des origines africaines, etc. Mais Damas également exprime son regret donc, par rapport à cette terre d'origine, sa terre donc d'origine, la terre de ses ancêtres, parce que Damas, dans sa biographie, on nous apprend que c'est un descendant d'anciens esclaves venus de l'Afrique. D'autres documents nous disent qu'il a des racines même indiennes. Donc c'est un métis. Et on a l'habitude de dire que les métis en général, ils souffrent donc de cette perte d'identité qui conduit à un sentiment nostalgique. Et dans les textes de Damas, lisez par exemple le hockey. Il s'agit d'un individu étouffé qui essaye donc de manifester coûte que coûte donc, ce sentiment de perte de soi-même. Et à un moment, ce poème apparaît comme un cri de cœur d'un individu qui étouffe. Donc, ils sont nombreux, les poètes qui ont voulu tout simplement traduire la notion de sensibilité personnelle dans le contexte de la création poétique. Donc, vous avez l'habitude uniquement d'accuser Senghor, mais référez-vous à l'ensemble des poètes dont nous venons évoquer, et les autres également, parce qu'on peut aller jusqu'au surréalisme, que vous définissez comme le courant le plus engagé, parce qu'on les surnomme des poètes de la résistance. Mais que faites-vous de cette relation qui nous a donné autant de poèmes qui a existé entre Paul Éluard et Gala, sa muse inspiratrice? Même quand vous lisez ce poème, la terre est bleue comme une orange. Vous avez donc une présence mythique à l'intérieur de Gala. Cette femme mystique et mythique, donc, qui apparaît dans toute la production sentimentale de Paul Éluard. Et à côté de Paul Éluard également, on peut faire appel à Guillaume Apollinaire. Donc maintenant, ça ne doit pas poser un problème de vouloir calquer une notion sur un quelconque auteur sans pour autant donc passer à une diversité. Donc ils sont nombreux, ceux qui ont voulu faire du cœur, des poètes qui ont voulu faire du cœur d'une manière générale, comme étant donc le siège thématique de la production poétique. C'est bien inscrit dans votre programme. Donc comme nous venons de rappeler quelques exemples, alors il reste d'autres exemples, mais c'est juste à titre illustratif qui nous prouve que la poésie peut être bel et bien sentimentale ou bien lyrique. Voilà, alors fonction divine, fonction sentimentale. La poésie ne se limite pas seulement à cela. La poésie aussi touchera à d'autres fonctions. Au-delà de cette divinité et de cette inspiration qui vient de Dieu, comme le dit M. Faye tout à l'heure, ou bien quand Victor Hugo s'exclamait « C'est Dieu qui me parle à voix basse dans mon sommeil ». Ou encore qui dit que « Oh, poète, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré, car dans votre nuit sans nuit complète, lui seul a le front éclairé ». Nous sentons déjà que la poésie a une inspiration divine. Mais même au-delà de cela, dans l'Antiquité ou bien dans la mythologie grecque, on calquait un tout petit peu cette divinité aussi à la poésie en parlant de la notion des muses. Parfois vous voyez dans des sujets ou encore dans les expressions des muses. Les muses sont des déesses inspiratrices
qui en réalité ont pour la première fois chanté louange de Zeus, le Père qui sauva donc l'humanité. Et ainsi naquit pour la première fois la poésie. Et chaque fois qu'un poète parle, en réalité, c'est parce que ce poète est inspiré par les muses. Alors, dès l'instant que vous commencez à écrire, c'est comme si vous avez un don divin en vous. C'est une inspiration divine. Mais au-delà de cette inspiration divine, la poésie peut avoir une autre forme d'inspiration. Et là, je touche à d'autres fonctions. C'est peut-être une inspiration sentimentale, où au lieu de chercher ailleurs l'inspiration qui nous provient d'une quelconque divinité, nous puisons dans notre propre cœur, source à inspiration pour écrire. C'est ce que dit Madame Sen tout à l'heure. La nostalgie, la souffrance, la tristesse, la solitude forment en réalité les thèmes majeurs qui permettent à l'écrivain de pouvoir exprimer une certaine réalité. Ensuite, l'inspiration toujours peut ne pas être divine. Ou encore, on peut ne pas s'inspirer de son cœur, mais s'inspirer de ce que nous voyons chez les autres. La poésie devient en ce sens engagée. Parce que nous voyons la souffrance du peuple africain pendant la colonisation. Nous voyons la souffrance provoquée par la dictature à partir donc de la révolution industrielle, à partir du romantisme. Nous voyons un petit peu aussi l'évocation d'une certaine identité que l'on veut imposer, surtout chez les surréalistes. Dès lors, la poésie devient donc en quelque sorte une revendication, une révolte. Et on commence maintenant à s'engager, à dénoncer, à critiquer. Et ce sont des verbes d'action que j'utilise ici. Le poète est au service de l'humanité. D'autre part, la poésie aussi peut avoir une autre fonction, c'est-à-dire une inspiration toujours pour la société, mais en essayant d'éveiller la société. C'est la poésie didactique. Jean Giono affirmait que tout poète est d'abord un professeur d'espérance. Il doit enseigner l'espoir. Il doit permettre aux gens de pouvoir en quelque sorte être éduqués. Éduqués dans la morale, connaître la philosophie, connaître l'histoire pour pouvoir maintenant s'améliorer. On comprend dès lors que la poésie peut avoir aussi une autre fonction qu'on appelle la fonction didactique. Au-delà de cette fonction didactique, il y a maintenant une première fonction essentielle qui en réalité est liée éternellement à la poésie. Déjà, vous définissez toujours dans vos écritures, étymologiquement, poésie vient de poesis en latin et qui signifie création, qui signifie fabrication. La poésie donc est d'abord une fonction esthétique. Et c'est sa première fonction d'ailleurs, parce que toute poésie est destinée d'abord à être une beauté. C'est pourquoi beaucoup de poètes se sont intéressés à cette fonction esthétique. On peut entre autres citer les poètes symbolistes ou les poètes parnassiens. Chez les symbolistes, déjà, Baudelaire disait ceci: une œuvre d'art ne peut s'empêcher d'être belle. En vérité, il dit que la moralité même d'une œuvre d'art ne peut être que sa propre beauté. Et Théophile Gautier de s'exclamer: sculpte, lime, cisèle, et l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la poésie est essentiellement et strictement liée à la beauté dans l'école parnassienne. Cette même image de l'esthétique se retrouve aussi chez les poètes du surréalisme comme chez les poètes de la négritude. Par exemple, chez Senghor, la poésie est d'abord une fabrication. Une fabrication qui repose sur le verset. Une fabrication qui repose un petit peu sur le rythme, car le rythme est la quintessence de toute poésie. Et il dit que le poème n'est accompli que s'il se fait chant, danse et musique en même temps. Donc la poésie est purement esthétique. Au-delà de tout cela, la poésie aussi peut avoir une fonction historique. Vous m'entendez? Une fonction historique, car révélant le passé. Par exemple, dans le poème Tcharoy de Senghor, on sent déjà que c'est une révélation du passé pour nous, hommes du XXIe siècle. Révélation du passé et révélation de ce passé désastreux qui en réalité fut l'extermination des tirailleurs sénégalais. Donc la poésie s'installe aussi dans le passé. Ou encore, pour rejoindre un petit peu Mouché Faye, reprendre les tragiques d'Agrippa d'Aubigny, cette guerre des religions au cours de la réforme au XVIe siècle. Dès l'instant qu'on en parle, c'est comme si on retournait à l'histoire. La poésie devient en ce sens aussi historique. Comme vous le sentez, nous avons énormément de fonctions. Il appartient maintenant à l'élève de déceler la fonction essentielle. Si c'est la fonction historique, ou la fonction divine, ou la fonction sociale, ou la fonction politique, l'élève doit avoir la capacité de déceler dans ce sujet de quelle fonction on me parle. Et je rappelle aussi que l'illustration que vous verrez certainement dans la fonction sentimentale peut changer dans la fonction engagée. L'illustration que vous verrez dans la fonction historique peut changer dans la fonction donc divine. Donc il appartient à l'élève aussi de connaître les illustrations qu'il faudrait illustrer. Sans cela, vous risquez de vous tromper. Voilà en gros et de manière ramassée ce que nous pouvons vous apporter sur la poésie.